On aime par exemple jouer aux jeux vidéo pour incarner des personnages, construire des villes, explorer des mondes, faire des parties en réseau avec les copains et c'est super cool de tuer ceux du camp adverse. Enfin, virtuellement évidemment parce qu'on est quand même super content de les retrouver sur le terrain de basket après pour se faire un match. Là on peut courir, sauter, crier sans qu'aucun prof ou aucun parent vienne nous dire de nous calmer. Enfin, c'est le top quoi, ça arrive pas si souvent que ça quand même. Entre deux sortilèges, on peut aussi prendre le temps de répondre à la copine qui a envoyé une super photo de sa nouvelle coupe de cheveux et lui proposer une séance de shopping au passage. Et on n'oublie pas d'emmener le chien se promener avant d'aller la rejoindre, histoire de ne pas retrouver les chaussons des parents en lambeaux quand on rentre, parce qu'en général ils n'aiment pas trop ça. Parce qu'un humain de 13 ans et un chiot de 6 mois, ça a à peu près autant d'énergie, sauf que normalement les humains de 13 ans ne mangent pas de chaussons quand ils sont petits. Bref, à 13 ans, on devrait crever la vie à pleines dents. Mais en réalité, pour au moins un collégien sur 10, soit environ 3 élèves par classe, le quotidien ça ressemble plutôt à ça. T'es pas encore habillée, tu vas être en retard. Mal au ventre. Ouais, quand c'est pas la tête ou les chevilles, c'est le ventre. Tu comptes sécher toutes les interros du trimestre, c'est ça l'interro aujourd'hui. Et puis c'est sport et histoire ce matin. Franchement, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, non. C'est pas en restant toute la journée dans le nez collé à ton téléphone que tu vas avoir ton brevet. C'est bon, j'ai pas fait exprès non plus. Toi aussi, quand t'es malade, tu te mets en arrêt, non? Oui, alors moi je prétends pas être malade un jour sur 2. Bon, je te prends rendez-vous chez le médecin d'ouverture du cabinet, d'accord? Tu peux aller chez le médecin pour un mal de ventre, c'est débile. Si, quand on est malade, on va chez le médecin. Et je te préviens, t'as intérêt à y aller, t'en as déjà bien assez profité comme ça. Un peu plus tard, la maman envoie un SMS à sa fille pour lui donner l'heure de son rendez-vous chez le médecin. La jeune fille n'est pas très convaincue, mais bon, elle s'y rend quand même. Tu viens me voir pour un mal de ventre, c'est ça? Des problèmes de constipation ces derniers jours? Voilà. Tu as mangé quelque chose d'inhabituel peut-être? Non. Ça doit pas être bien grave alors. Un mal de ventre, ça arrive à tout le monde et puis ça va, ça vient. Ah, c'est que c'est assez souvent ces derniers temps. Tu as quel âge déjà? 13 ans. Ça doit être tes premières règles qui arrivent alors. Faut pas faire ta chuchote comme ça, hein, ça va t'arriver tous les mois maintenant. Bon, je te prescris quand même des antidouleurs. Et ça ira mieux après. Tiens. Après un passage par la pharmacie, la jeune fille rentre chez elle sans se rendre à ses cours de l'après-midi. Le soir, quelques heures plus tard, sa mère rentre du travail. Coucou, je suis rentrée. Ok. Tu pourrais lever le nez de ton téléphone et me répondre mieux que ça quand même? Moi aussi, je suis bien rentrée, merci. Bon. Tu es allée chez le médecin? Oui. Et Moi, je vais avoir mes règles si ça t'intéresse. ne me réponds pas sur ce Oh, tu point. m'as posé une question, je te réponds. Et le respect, ça dit quelque chose, le respect? Alors oui, Tu me poses une question, je te réponds, maintenant il faudrait savoir ce que tu veux, c'est bon là. Élever des enfants, c'est loin d'être facile, surtout quand ils entrent dans l'adolescence. Et ce que cette maman ne sait pas encore, c'est que ces changements de comportement qu'on va attribuer souvent à la fameuse crise d'ado, l'agressivité, la communication qui devient difficile, peuvent aussi être des signes de vrai mal-être. C'est le cas pour cette jeune fille dont le quotidien a changé depuis quelques temps. Un petit groupe d'élèves de sa classe l'a prise en grippe et chaque jour, dans la cour, dans les couloirs, en classe, à la consigne, à l'arrêt de bus, elle entend ça. Monsieur, sur votre table, il y a un petit post-it, est-ce que vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît? Tu pues. Madame, vous pouvez vous lire Alors? Une des deux jeunes filles, au fond, vous pouvez nous lire un des vôtres. C'est une erreur de la nature. Et comme c'est plus marrant quand on s'y met à plusieurs, maintenant vous allez le lire tous ensemble par petits groupes. Alors tout ce petit groupe-là, vous allez lire votre petit post-it tous ensemble. Tu pues. Ah, on va y arriver. Salope. Tu pues. Et les deux tables là-bas, Tu sers à rien. C'est le pute. les filles au fond. Espèce de casse-sauce. T'es moche. Salope. Suicide-toi. Tu me dégoûtes. Tu crains. Donc là. Pour rester dans le thème, allez, on va vous montrer une petite démonstration d'humiliation. Pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose, même pas besoin d'être en groupe, il suffit d'avoir un smartphone et une liste d'amis sur les réseaux sociaux.
Ensuite, on prend une photo pour montrer à tout le monde. Comme ça, on peut la mettre sur Internet, ça prend 10 secondes, tout le monde peut la voir. Et à ce moment-là, la jeune fille peut recevoir ce genre de message. Sympa de faire le ménage. Oh, franchement, t'aurais pu t'habiller mieux que ça quand même. Toujours aussi mal coiffé, ça change pas, hein. Ah, moi j'aurais trop kiffé être là. Va te pendre, c'est tout ce que tu mérites. Une insulte, une moquerie ou une bousculade de temps en temps, bon, c'est jamais agréable, mais entre jeunes, ça peut arriver. Par contre, quand ça se produit tous les jours, voire plusieurs fois par jour, à l'école, mais aussi à la maison, à travers les portables, les réseaux sociaux, là, ça devient sérieux. Et quand, en plus de ça, on demande de l'aide et que ça fonctionne pas, on peut vraiment finir par se sentir seul. Salut, ça va? T'as dû voir la photo sur Snap? Et regarde les messages que j'ai reçus après. Ça s'arrête plus là. J'en ai marre, les insultes, les bousculades, c'est plus possible. Je peux plus. Bah, tu sais, moi j'ai bien vu ce qu'ils te font, mais je peux rien faire pour toi. Et puis si j'essaie d'intervenir, ils vont s'en prendre à moi aussi, tu comprends? Je suis désolée, je peux rien faire pour t'aider. Son amie a peur de se faire remarquer en s'interposant et évidemment on peut la comprendre. Elle peut se sentir mal à l'aise de ne pas savoir quoi faire pour améliorer la situation en plus de ça. C'est pas une position très confortable pour elle. Mais là, ce qu'on constate, c'est que la première demande d'aide n'a rien donné. Maman, je peux te parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des problèmes avec les gens du collège. Qu'est-ce qui se passe? C'est des chamailleries, mais regarde, ils ont pris une photo de moi l'autre jour et ça devient un peu récurrent, les insultes et tout ça. Quoi? C'est quoi cette photo? Qui est-ce qui l'a prise? Ok, je vais appeler ses parents tout de suite. Non, mais attends, j'en ai pas parlé pour que t'ailles en parler, je t'en parle juste pour que tu sois au courant de la situation. Ça va me retomber dessus, après Non, on va faire ça. Écoute, si on fait rien, ça va continuer comme ça. Tu nous laisses gérer entre adultes et on va arranger les choses. Mais en faisant ça, ça va rien arranger du tout. Non, laisse-moi faire, attends. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je viens de parler à ma fille qui est dans la classe de votre enfant. Voilà, elle me dit que la vôtre l'insulte, lui vole ses affaires et elle a même pris une photo d'elle par terre avec son sac renversé. Ah si, je vous assure, je viens de voir la photo, là, je l'avais sous les yeux à l'instant. C'est ma fille qui invente, oui, alors, non, c'est pas ma fille qui invente, non, puisque je viens de vous dire que j'avais la photo sous les yeux à l'instant. Photo mise en ligne, prise par votre fille. Vous trouvez ça normal, vous, de faire des choses pareilles? Comment ça, je vous agresse? Non mais c'est pas moi qui vous agresse, hein, c'est plutôt votre fille à vous qui m'agresse. Ça fait des semaines que votre fille, que ma fille trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas aller à l'école. Je l'ai même emmenée voir le médecin. Vous allez me traiter de menteuse, moi aussi? Non, je vais pas me calmer, non. Non, je vais aller demain à l'école voir votre fille, on va voir qui est-ce qui va se calmer. C'est pas facile de réagir calmement quand on est parent et qu'on se rend compte que notre enfant ne va pas bien. On a plutôt envie de le défendre et de le protéger, comme ce qu'on vient de voir, et surtout si on se sent un petit peu coupable de ne pas avoir compris plus tôt qu'il se passait quelque chose. Pourtant, réagir à chaud comme on vient de le voir, ça peut souvent produire l'effet inverse de ce qu'on attendait. L'interlocuteur va se braquer, chacun va interpréter les paroles de l'autre de travers, et la situation ne va pas se débloquer, ou pire, va s'aggraver. L'appel à l'aide va se transformer en règlement de compte, et c'est pas du tout ce que John attendait au départ. Est-ce que je peux vous parler? Attends, je range mes copies, sinon je vais pas m'y retrouver. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des problèmes avec les élèves de la classe. Quel genre de problème? Ils me fait bousculer dans les couloirs, insulter, ils me volent mes affaires aussi. Ça dure depuis un moment, je pensais que ça allait s'arrêter, mais ça continue et c'est de pire en pire. Tu sais, il y a toujours un bouc émissaire dans une classe, hein. Il faut t'endurcir. Tu penses vraiment qu'on peut intervenir à chaque fois que deux élèves se disputent? Non, on n'aurait jamais fini ici. Bon, écoute, prends ton mal en patience, ils vont bien finir par se lasser. Et puis va prendre l'air un peu, ça va te changer les idées. Minimiser le malaise d'une personne qui demande de l'aide, c'est un peu comme lui dire que ce qu'elle ressent n'a pas d'importance ou même que ça n'existe pas. C'est aussi oublier que chacun a sa propre sensibilité, sa propre manière de réagir devant les difficultés et les choses compliquées pour elle. Et il y a des choses qui peuvent être bien gérées par une personne qui peuvent être complètement destructrices pour une autre. Surtout si on parle d'agressions répétées comme on l'a vu à l'instant et pas de disputes occasionnelles. Et en plus de ça, quand on a essayé de parler plusieurs fois, c'est comme entendre qu'il n'y a pas de solution, entendre ça.
Heureusement, c'est pas toujours le cas et ça se passe pas toujours de cette manière. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est que ça se passe encore beaucoup trop souvent comme ça. Les harcelés se retrouvent seuls avec leur souffrance, ils ne savent pas forcément vers qui se tourner, ni ils se sentent incompris. Le corps enseignant n'est pas forcément formé, ne se rend pas compte de ce qui se passe, tout comme les amis et une famille. Ils ne savent pas toujours comment réagir. D'autant plus là qu'on a vu que les signes qu'on attribue en général à la crise d'adolescence et les signes de mal-être peuvent être assez ressemblants, donc c'est pas facile pour les parents de faire la distinction et de comprendre vraiment ce qui se passe. Pourtant, il y a quand même des victimes de harcèlement qui trouvent des interlocuteurs à leur écoute et qui savent comment les accompagner. On n'a pas de solution miracle, mais on vous a rassemblé un maximum de propositions et de pistes de réflexion et on espère que vous en aurez aussi tout à l'heure à nous suggérer. Si on commence par les encadrants scolaires et les professionnels de santé, pour déceler précocement les cas de harcèlement, une meilleure formation et information de tous les encadrants scolaires, donc les professeurs, les CPE, les surveillants, les infirmiers, etc., serait utile parce que trop souvent, ils n'ont pas conscience de ce que c'est que le harcèlement, ils ne savent pas le distinguer d'une simple dispute entre jeunes et ils ne se rendent pas non plus compte des conséquences pour le jeune qui vit. Le personnel scolaire peut veiller à être plus attentif et à l'écoute des élèves, à se montrer disponible, à sortir un peu du statut de supérieur et autoritaire qu'on peut voir parfois, et à ne pas banaliser les faits rapportés et à réconforter les jeunes qui viennent se confier. C'est aussi important de prévenir et d'impliquer les parents rapidement en cas de doute sur la situation d'un élève. Il vaut mieux s'inquiéter pour rien que de passer à côté d'une situation qui va s'aggraver. Il est aussi essentiel d'accompagner les familles dans la prise de conscience de la situation, donc la famille du jeune harcelé évidemment, mais aussi la famille du harceleur. Et même si l'établissement doit prendre position pour la victime, donc pour le jeune harcelé, il est aussi important que le harceleur soit pris en charge. Soit c'est un jeune qui peut peut-être éprouver du mal-être, ce qui le pousse à s'en prendre aux autres. Par exemple, il peut avoir des difficultés familiales, un manque de confiance en lui, enfin, il peut y avoir diverses causes. Soit il ne se rend pas compte qu'éventuellement ces actes ne sont pas des blagues, mais qu'elles ont de vraies conséquences pour sa victime. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend chez les harceleurs parfois, c'est « c'était pour rire ». Quoi qu'il en soit, il faut qu'il soit pris en charge pour que ces actions puissent cesser. Il est aussi possible d'organiser des actions de sensibilisation sur le harcèlement dans les collèges et les lycées. C'est par exemple à Rennes ce que propose un cabinet d'éducateurs spécialisés qui s'appelle Agirance, donc aux classes, avec aux élèves et aux enseignants. Il est aussi intéressant d'impliquer les élèves eux-mêmes dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a un programme qui s'appelle Respect Zone auquel des collèges et des lycées ont adhéré, qui propose en fait de mettre en place des ambassadeurs du harcèlement au sein des élèves, donc des élèves qui vont être référents en cas de harcèlement, qui vont à la fois faire le lien avec les jeunes et avec les adultes responsables, donc les CPE, les professeurs principaux, et organiser de la sensibilisation et de la prévention. Et cette prévention, elle peut aussi se faire avec des jeunes qui ont été harceleurs, qui ont été détectés harceleurs, et qui ont pris conscience que leur comportement n'était pas adapté. Du coup, qui vont aussi à leur tour faire de la prévention et expliquer aux autres que certains comportements ne sont pas adaptés et ce qui peut être considéré comme du harcèlement ou pas. Et on peut aussi parler des médecins, comme on l'a vu au départ, les médecins qui peuvent essayer de sortir du côté purement médical pour prendre en compte un peu plus le côté psychologique, les émotions, l'environnement de vie du jeune et pouvoir déceler des signes de mal-être derrière des signes physiques. C'est aussi le cas pour des psychologues qui sont des interlocuteurs importants dans ces cas-là, pour la famille et pour les jeunes. Il y a des formations spécifiques pour les psychologues au niveau par rapport au harcèlement pour leur apprendre à détecter ce genre de cas, parce que c'est pareil, c'est pas toujours évident de se rendre compte de ça. Et on a Anne-Sophie Joly qui est dans la salle, qui est psychologue, qui pourra sûrement nous en parler un peu plus tout à l'heure. Les amis et les membres de la fratrie peuvent se montrer à l'écoute, réconforter, assurer leur soutien et se rendre disponibles en proposant des activités pour se changer les idées par exemple. Les amis et les frères et sœurs doivent absolument garder en tête qu'ils ne sont pas des adultes. Il est donc normal qu'ils ne sachent pas quoi dire ou quoi faire et qu'ils aient peur de s'interposer. Ce n'est pas de leur ressort de gérer une telle situation. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils proposent d'accompagner les victimes vers un adulte de confiance ou qu'ils aillent prévenir quelqu'un eux-mêmes s'ils n'arrivent pas à convaincre la victime de parler. Il vaut toujours mieux risquer une dispute avec son ami ou sa sœur parce qu'on n'a pas gardé son secret que prendre le risque de la laisser sombrer, allant parfois jusqu'à des gestes irrémédiables.
la place des parents est particulièrement délicate. Les changements de comportement liés à un mal-être sont souvent progressifs et ressemblent beaucoup à ceux associés à la crise d'adolescence. C'est d'autant plus difficile pour les parents à une période où très souvent les adolescents veulent montrer qu'ils peuvent être autonomes, qu'ils peuvent s'émanciper, se débrouiller tout seuls et vont beaucoup moins facilement aller se confier à leurs parents. D'autant plus il s'agit d'avouer qu'ils ont des difficultés à s'en sortir. Il est donc essentiel de se renseigner sur les potentiels signes de mal-être afin de pouvoir les détecter plus facilement et de se montrer à l'écoute de son enfant tout en veillant à être trop intrusif au risque de le braquer. Il est aussi extrêmement important de ne pas minimiser les faits qui sont rapportés, les émotions qui sont ressenties. Comme dit précédemment, d'autant plus pour un regard d'adulte, on peut avoir l'impression que quelque chose n'a pas vraiment d'importance, n'est pas si grave, et ça n'empêche que la personne qui l'exprime, qui le vit vraiment, qui le ressent, peut, elle, ne pas du tout réussir à gérer ça. Quand on apprend que son enfant est victime de harcèlement, il est préférable d'agir calmement et de façon réfléchie, et d'impliquer son enfant dans les démarches et les décisions prises, de façon à ce qu'il n'ait pas l'impression qu'on l'estime incapable de s'en sortir, mais simplement qu'on vient en soutien pour l'aider. Parce que c'est aussi beaucoup de ça qu'il va avoir besoin, de sentir qu'on lui assure du soutien, qu'on est là avec lui, même si c'est parfois long et difficile. Il peut être bénéfique pour beaucoup d'adolescents victimes de harcèlement scolaire de pouvoir se confier, notamment à un psychologue dans un lieu neutre, où le jeune va pouvoir plus facilement s'exprimer ouvertement puisqu'il n'y a pas de problème d'affect, donc un peu moins de difficulté à s'exprimer, pas de problème de honte, de peur de décevoir ou de laisser ses parents par exemple. Et sur elle, c'est notamment possible via l'UDAP, dont fait partie Anne-Sophie Joly, qui est avec nous ce soir, où il est possible pour ces jeunes de consulter gratuitement un psychologue qui connaît cette question du harcèlement scolaire, et à savoir que l'UDAP propose aussi des permanences sur ce thème. Sur le secteur, il y a aussi l'association Marcellement qui propose gratuitement un accompagnement aussi bien pour les jeunes que pour leurs familles et qui organise diverses activités, toujours gratuites, au sein du Club Marcel, afin que ces jeunes puissent se regrouper et travailler leur confiance en eux via divers ateliers. Et nous avons donc Valien ici qui est là pour représenter l'association et qui pourra répondre à toutes vos questions. Enfin, c'est assez logique de se dire qu'un enfant qui manque de confiance en lui aura plus de fragilité et sera donc plus susceptible de devenir une victime idéale pour un harceleur. Il paraît donc pertinent de l'aider dès son plus jeune âge à prendre confiance en lui, notamment en évitant quelques petites erreurs bêtes que finalement tous les parents font, comme par exemple dire toujours « je suis fier de toi, je suis content », alors que finalement c'est aussi essentiel de lui dire « tu peux être fier de toi, tu peux être content », sans attendre sans arrêt à avoir finalement besoin d'une approbation par quelqu'un d'extérieur. Et aussi faire attention à des petites phrases très banales qu'on dit un peu tous sans même y réfléchir, mais qui finalement n'encouragent pas du tout le jeune à apprendre à assumer qui il est et ses goûts. Comme par exemple les petites phrases un peu basiques, il écoute sa musique de sauvage ou ton affreuse mèche verte, ça ne va pas du tout. Et pour le jeune victime de harcèlement lui-même, la première étape essentielle consiste à parler et à communiquer autour de ça. C'est terriblement difficile, mais il n'y a qu'en parlant, quitte à essayer encore et encore et quitte à changer d'interlocuteur plusieurs fois, que quelqu'un pourra, à terme, essayer de prendre conscience et d'intervenir face à tout ça. Il faut garder en tête que les adultes, profs ou parents, ne sont pas parfaits et il n'y a aucun manuel de l'adolescence. On n'est pas parfait, que ce soit les adultes ou les jeunes. C'est difficile, mais communiquer est le meilleur moyen de déceler le harcèlement et de le résoudre. Il est aussi important de prendre conscience qu'il ne faut pas avoir honte. Encore une fois, le coupable c'est le harceleur et non pas la victime. C'est à elle, c'est donc le harceleur d'avoir honte de ses actes et de prendre conscience de la gravité de ce qu'il fait. Il faut aussi, pour le jeune, savoir qu'il n'est pas seul à vivre ce genre de situation. Il y a au moins 10% des collégiens qui subissent du harcèlement et au moins 20% qui subissent du cyberharcèlement. Ce ne sont pas que des cas isolés. Il faut aussi essayer de s'entourer de sa famille, d'amis ou de nouvelles rencontres pour essayer de s'en sortir. Se sentir en sécurité est toujours important. On est plus fort quand on est à plusieurs que quand on est seul. Et pour finir, un travail sur soi-même est généralement nécessaire, afin d'apprendre à accepter qui l'on est, se détacher du regard des autres et prendre confiance en soi et s'affirmer. Pour aider les jeunes dans ce travail, en plus de l'accompagnement proposé par l'UDAP et Marcellement, il existe un cabinet d'art-thérapie à Rennes nommé Poule d'Art, et qui permet d'utiliser le théâtre entre autres comme moyen d'expression.
Bien, on arrive à la fin. Avant de proposer à Anne-Sophie Joly et à Valien de venir nous rejoindre pour présenter leur structure et leurs associations, je vais remercier le Café La Bascule qui nous a permis de réaliser ce projet ici, les comédiennes de la compagnie Le Texi, qui est une jeune compagnie que vous pouvez soutenir si vous le souhaitez. On a une boîte à disposition et des petits goodies que vous pouvez acheter si vous souhaitez les soutenir. Donc Anne-Sophie Joly et Valien, évidemment, pour leur présence. Unicité qui nous a permis avec Aurélie de réaliser notre service civique sur le harcèlement scolaire depuis le début de l'année et de monter des ateliers d'expression pour des jeunes et donc cette conférence gesticulée qu'on vous a présentée. Et Alexis notamment, notre coordinateur. Et le CRIJ pour la bourse, dans le cadre de la bourse Friche qui nous a été accordée pour ce projet. Et évidemment vous qui avez fait le déplacement malgré la pluie, l'orage et qui êtes là avec nous. Merci à tous. Bravo.